Bonsoir dans cette deuxième partie du buffet froid. Et on se retrouve pour continuer notre épisode sur la paralysie du sommeil. Et là, c'est une histoire qui est un petit peu sordide et qui n'est pas complètement centrée sur la paralysie du sommeil, mais qui évoque ce phénomène et qui est assez troublante. C'est une histoire qui remonte à quelques années puisque on est en 1991. Et il s'agit de la mort d'un jeune homme de 35 ans qui était DJ à l'époque, Monsieur Christopher Case. C'est une histoire qui est empreinte de mystère et qui évoque ce que peuvent voir les victimes de la paralysie du sommeil. Lorsque la police est arrivée au domicile de la victime, le corps était agenouillé dans la baignoire de la salle de bain. L'appartement était rempli de crucifix et de livres sur l'occulte. Des musiques religieuses étaient jouées doucement dans toutes les pièces de l'appartement. L'atmosphère était lourde et poisseuse, comme un rendez-vous avec le banquier un après-midi de juillet alors que la climatisation est en panne. À première vue, la cause de la mort était simple. Le cœur avait tout simplement cessé de battre. Et même si les crises cardiaques ne sont pas monnaie courante chez les personnes d'une trentaine d'années, ce n'est pas un phénomène impossible. Seulement, Case est un jeune homme en bonne santé, et rien ne laisse penser qu'il avait des prédispositions à une telle mort. Les enquêteurs étudient avec attention les livres retrouvés chez lui. Ils déduisent de l'état des lieux que Case se préparait à se défendre contre des forces surnaturelles. En discutant avec ses amis, il découvre qu'il craignait d'être maudit. Tout commence en avril de la même année, donc en 1991. En voyage pour le travail, Case rencontre une jeune femme avec laquelle il sympathise. Ils ont les mêmes goûts et se passionnent tous les deux pour la musique. Ils vont donc partager un repas au restaurant. Mais la jeune femme se montre extrêmement entreprenante et ça va lui faire peur à Christopher. Donc il va lui faire comprendre que si elle veut partager plus que sa table, lui préfère mettre fin à la soirée. Sauf qu'elle va très mal le prendre. Mensonge ou manque de chance pour lui, elle va lui dire qu'elle est une sorcière et qu'elle lui jette un sort. Elle lui dit « Je te maudis et tu seras mort d'ici une semaine ». Au début, Kay se laisse pas impressionner et se dit c'est une folle. N'importe quoi. Les sorcières, ça n'existe pas. Elle fabule, elle essaie juste de me faire peur. Sauf à Salem, et on n'était pas à Salem. On n'était pas à Salem. Son discours va changer après quelques jours pourtant. Une amie à lui, Sami Souder, qui va être en contact avec la police, va déclarer qu'il l'a appelé dans un grand état de panique. Il était convaincu d'être maudit et annonçait que sa mort était proche. Ces nuits étaient devenues des moments de torture. Il voyait des silhouettes se promener dans sa chambre dans la périphérie de sa vision et il fut même réveillé une nuit par un poids sur sa poitrine. Là, on est dans un film d'horreur. Sauf que tous les éléments de cette histoire, c'est des éléments qui ont été repris dans des articles de journaux. C'est pas fictif, c'est pas les déclarations de quelqu'un. C'est pas une creepypasta, c'est un vrai cas qui est arrivé. C'est un vrai cas. Et donc il y a une nuit où il sent un poids mort sur sa poitrine et la sensation que quelque chose serre très fort sa gorge et l'empêche de respirer. Et donc on retrouve tous les éléments qu'on a décrits jusque-là de la paralysie du sommeil. Avec la vision dans la périphérie de silhouettes qui se déplacent de façon un peu inhumaine, le poids sur la poitrine, la difficulté à respirer. Il est victime de tous les processus, tous les symptômes de la paralysie du sommeil, ce Christopher. Sauf la fin, puisqu'il s'est retrouvé en fait... On le retrouve dans sa baignoire. Alors que normalement on ne pourra pas bouger. Ben, là, peut-être que... Non, mais comme je disais, très bien suivi Naïma, mais comme je disais au début, la paralysie du sommeil, elle apparaît dans cette enquête, mais ça n'est pas l'élément le plus central. Mais elle apparaissait de façon suffisamment appuyée pour qu'on se soit dit que c'était intéressant de l'évoquer. Oui, en fait, il meurt de crise cardiaque, mais on peut avoir une crise cardiaque en dehors de la paralysie du sommeil. Complètement. Et puis ça peut être une des conséquences des nombreuses paralysies du sommeil qu'il a pu vivre. Ou sinon, de la drogue qu'il a prise depuis des mois et des années, puisque c'était un DJ sans faire de raccourci. Alors, qui a provoqué... qui aurait provoqué l'arrêt cardiaque. Oui, mais ça, et toutes ces hallucinations. Ça, c'est une hypothèse qui n'est pas étayée par les faits qui sont relégués dans les articles, puisqu'à aucun moment il n'est fait mention ni d'alcool ni de drogue. Donc on peut l'écarter. Je pense que si c'était le cas, ça serait ressorti dans l'enquête. Ça serait ressorti.
La veille Ne de sa soyons pas mort, mauvaise langue. exactement. La veille de sa mort, il passe un dernier appel à Samy et lui annonce qu'il ne lui reste plus qu'un jour à vivre. Et il avait raison. Quelle qu'ait été la réalité de cette malédiction ou de la présence de ces démons du sommeil, Case a été suffisamment bouleversé par ces événements pour que son cœur cesse de battre, alors même qu'il était encore jeune et en pleine forme. Est-il mort de peur, se convainquant lui-même qu'il était réellement maudit? A-t-il été terrassé par les démons du sommeil, ou est-ce qu'il était vraiment maudit? Eh bien, aujourd'hui, on ne le sait toujours pas, mais on peut se poser des questions. Ben, ça correspond quand même au sort qu'elle lui a jeté, ou à la malédiction. Alors, Pile poil, dans les dates en tout cas. ça correspond, et puis on se dit, même en admettant qu'il soit mort d'une crise cardiaque parce qu'il a eu trop peur, il s'est effrayé à mort, entre guillemets. C'était auto-effrayé. Oui. C'est extrêmement perturbant cette histoire, de se dire, il y a cette dame, cette personne qui dit lui jeter une malédiction et il y croit tellement qu'il finit par en mourir. Et je vois que Naïma, elle est bouche bée là. Naïma, elle va ressortir, elle va être plus effrayée, elle ne voudra plus jamais te parler. Non, mais je me suis dit, en fait, si c'est vraiment, il y a des risques, j'étais en train de penser, puisque effectivement, ce qu'il ressentait, le poids sur la poitrine, donc ça tourne autour du paralysie du sommeil. Et j'étais en train de penser, est-ce qu'on pourra... est-ce qu'il y a des tests, en fait, des tests médicaux qui peuvent être effectués sur le sommeil? Est-ce que, je sais pas, prévenir... Est-ce qu'on est capable, je ne pense pas, mais est-ce qu'un jour on sera capable de savoir en fait les risques via des examens, via des tests? Je pense que déjà on fait pas mal de tests sur le sommeil parce qu'on arrive à savoir maintenant quand est-ce qu'on rentre en sommeil paradoxal ou pas. Il y a des cliniques du sommeil. Il y a des cliniques du sommeil qui sont ouvertes. En cas de terreur nocturne récurrente, etc. par exemple. Et on peut se poser la question, est-ce que ces cliniques du sommeil pourraient analyser le sommeil de personnes qui souffrent de paralysie du sommeil? Je pense que la difficulté, c'est que la paralysie du sommeil, ça intervient à intervalles moins réguliers que des terreurs nocturnes. Et donc ça peut être compliqué parce que la personne elle va aller dormir. Oui, je pense que c'est pas quelque chose. Et ça se trouve, elle ne fera pas de paralysie du sommeil du tout. C'est ça. Et peut-être que le Atman ne se montre pas dans les cliniques. De la même manière que dans un épisode un peu plus tôt, on évoquait le fait que certains scientifiques canadiens en 2016 avaient réussi à faire un électroencéphalogramme à une personne qui était venue pour épilepsie et ils ont enregistré les mouvements de son cerveau au moment de son décès. Oui, il y a pas mal de tests en fait, mais... Mais ça, tu peux pas les provoquer parce que tu ne sais pas exactement quand la personne va décéder ou quand la personne va être victime de paralysie du sommeil. Il y a un facteur chance qui est indéniable pour réussir à... Parce que jusqu'à maintenant, on était en train de se dire qu'il y a de la souffrance pendant en fait, les troubles de sommeil, mais on avait dit en fait il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Mais là, à partir de cette histoire, c'est quand même quelqu'un qui était victime si on va considérer que l'histoire est... Si l'histoire de la malédiction est vraie, il a pu s'auto-persuader que c'était vrai et s'auto-effrayer au point de mourir. Après, le manque de sommeil causé par les épisodes de paralysie du sommeil dont il a été victime peuvent expliquer la fragilité du cœur. Oui, parce que c'est parmi les causes, effectivement, il est de jeune, ces troubles de sommeil. Même 7 jours de manque de sommeil pour quelqu'un de son âge, il n'a pas 35 ans, ça ne tuerait pas quelqu'un. Non, mais ça peut être un facteur aggravant. Ça peut être un facteur aggravant, mais... peut-être elle avait tellement peur et au moment du réveil, elle est allée directement dans la douche pour se réveiller vraiment. Et je sais pas. Et moi, ce que ça m'évoque, le fait qu'il était agenouillé, avec les crucifix, etc., c'est qu'il devait être en train de faire une prière ou quelque chose comme ça, peut-être. Donc là, on est en lien avec la religion, quoi. Comme il cherchait des moyens de se défendre de la malédiction, il s'est tourné vers Dieu. Là, c'est une version un peu courte de l'histoire, mais apparemment, quand les fameux livres occultes qu'il avait dans son appartement, il était allé chez un vendeur spécialisé pour les acheter, et il avait dit au vendeur, je cherche à me défendre contre de la sorcellerie.
Donc la prière, ce serait un moyen de défense pour contrer la malédiction finalement. Oui, Et le fait qu'il était- les crucifiés aussi. Exactement. Et le fait qu'il était agenouillé dans la douche à ce moment-là, pour moi c'est ça, il devait être peut-être avec En train de un petit prier. pendentif dans les mains, en train de prier, et puis Et sous la douche, ça enlève les impuretés, l'eau, et ça sert à enlever les impuretés. Donc oui, c'est cohérent ou ce le que tu dis. maintenir éveillé pour ne pas être frappé d'un autre épisode de Non, paralysie du ça sommeil pourrait, ou quelque chose comme ça. Oui, et peut-être qu'au final, il s'est endormi et c'était la dernière paralysie du sommeil qu'il a vécue. Ben, Sous la douche, c'est il pas, peut- c'est pas impossible. Il peut tout à fait être resté paralysé dans cette position. Oui, tout à fait. Jusqu'à sa mort. C'est ce que je me dis, puisque Ouais. quand il a été retrouvé, il devait être certainement rigide pour être encore agenouillé comme ça. Mais quand quand il appelle son ami Samy, c'est quand même tous les signes distinctifs de la paralysie du sommeil quand même. Le poids sur la poitrine, le fait de voir des personnes, enfin ça fait quand même penser à beaucoup de Ça, c'est paralysie. sûr qu'il a été frappé de paralysie du sommeil. Maintenant, jusqu'à quel point ça peut être un facteur dans son décès, c'est ça la question. Au final, des années plus tard, il n'y a pas Il y a- une explication claire de comment il est mort. Et ça, c'est assez troublant. Et comme encore une fois, on le Et met ça à- fait poser pas mal de questions. Oui, et puis pas mal de questions qui restent en suspens. Est-ce que ces symptômes qu'on pourrait dire de paralysie du sommeil ont accentué un problème qu'il avait au cœur? On va savoir, c'est pas impossible non plus, en étant un peu sceptique. Ou est-ce que c'est Non, non, vraiment mais la ça, par paralysie contre, du vraiment, sommeil? le fait, Pas de problème de cœur, ça, c'est pas de problème c'est cardiaque. factuel, c'est dans tous les différents témoignages qu'on trouve les articles, c'était pas quelqu'un qui avait Qui avait des de pro- problèmes cardiaques, ni Ils de étaient- drogue, Alors, rien. Du moins, c'était pas diagnostiqué. Alors, si ça se trouve, il y avait quelque chose de caché, mais bon, a priori, non, il n'y avait pas de problème cardiaque préexistant. Ce qu'on peut dire, c'est que au niveau des dates, ça colle avec la malédiction. Complètement. C'est quand même un peu flippant cette histoire. Ouais. C'est assez flippant. Je suis Parce que d'accord. se rajoutent les effets de la paralysie du sommeil, la Et malédiction. là, on a ça fait deux, que, ouais, il y a deux de facteurs. facteurs qui font un peu Paralysée de flipper. sommeil, et puis il y a Ouais. cette dame, en fait, cette fille qu'il a rencontrée et qui voulait pas aller avec elle plus loin et qui lui a dit dans une semaine ou 15 jours, tu seras mort. Elle a le refus difficile, C'est- la dame, hein, parce que lui lance une malédiction parce qu'il veut pas coucher avec elle. Il a peut-être été insultant, je sais pas. Non, mais même. Ça c'est quand méritait même- pas pour autant de ça malédiction. Exactement. Ça On est mérite d'accord. pas. Et en parlant d'histoire effrayante, Fred, je crois que tu peux nous parler d'un autre fait divers qui est moins sordide, mais qui a de quoi laisser perplexe et voir. C'est flippant encore. Pas de la même manière. Pas de la même manière. Parce que là, avec cette histoire, j'avais l'impression que j'étais en train de regarder un film. Tu commences à te dire Ouais. que la nuit va être difficile Oui. avec tout ça. Et quelle est la cause de sa mort? Vraiment. Ah, ça, tu vas cogiter ce soir. Oui. On va peut-être sortir les cartes et la boule de cristal. Ou faire une séance de table tournante. Ouais, on va éteindre les lumières, laisser juste des bougies et tendre nos mains. Mais vas-y, raconte-nous l'histoire suivante, Fred. Eh bien, je vous transporte dans le comté de Cumberland, dans la région métropolitaine de Portland. USA, bien sûr. Plus précisément, approchons-nous de la ville de Cape Elizabeth, située, comme son nom l'indique, en bord de mer. Avec une population d'environ 9400 personnes au recensement de 2020, Cape Elizabeth n'est pas un endroit très multiculturel. On y trouve surtout des personnes caucasiennes au compte en banque bien rempli et la mixité ne fait vraiment pas partie de leur projet. Les habitants tiennent à leur confort et à leur tranquillité, ils ne veulent pas d'histoire. Ils veulent rester entre eux. J'adore ce genre de ville. Oui. Ça donne envie d'y aller. C'est prometteur. C'est prometteur. Pourtant, en 2005, la ville va être secouée par une vague de témoignages troublants. En août, décembre, puis février, de multiples résidents ont déclaré avoir été victimes d'un individu qui aurait forcé le sanctuaire de leur domicile. Le chenapan. Les victimes se seraient réveillées en pleine nuit et se seraient retrouvées confrontées à un jeune homme en train de les observer sans rien dire. Les apparitions auraient toutes été très furtives, puisque dès que l'individu avait conscience de leur réveil, il prenait la poudre d'escampette. Un portrait robot a tout de même pu être fait par les services de police. Non, c'est pas les mêmes services de police que le premier Non. cas.
Sans que l'individu ne soit jamais identifié et encore moins trouvé. Le phénomène prit tant d'ampleur que les habitants créèrent une milice pour protéger leur logement si durement acquis. Personne ne fut jamais blessé, rien ne fut jamais volé, les portes ne furent jamais forcées et les intrusions cessèrent du jour au lendemain. Outre la bizarrerie de l'affaire, après tout pourquoi un jeune homme s'introduirait chez les gens pour les observer en train de dormir, on note surtout le fait qu'elle n'a jamais été proche d'être résolue. Et s'il n'y avait jamais eu de jeune homme, et si tous les habitants de Cape Elizabeth avaient plutôt été visités par des personnes de l'ombre. Ce qui fait qu'on peut se poser cette question, c'est qu'au final, comme tu l'as dit, il n'y a jamais eu vraiment d'intrusion. Enfin, les portes des maisons n'ont jamais été forcées. Il n'y a jamais eu de traces de quelqu'un qui soit venu. Il n'y a pas eu quoi que ce soit de volé. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment un jeune homme qui venait se pencher au-dessus des gens, au-dessus de leur lit pour les observer, et déjà pourquoi il aurait fait ça? Ou est-ce que c'est plutôt, effectivement, de la paralysie du sommeil, et en voyant ces personnes de l'ombre, ou le Atman peut-être, les habitants ont transformé ça en c'est un jeune homme, un adolescent qui nous observe. C'est plus rassurant. C'est plus rassurant de concrétiser quelque chose qu'on connaît plutôt que de se dire que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne sait pas, et la peur de l'inconnu, la peur la violation de l'habitation aussi. Je dirais oui et non, parce que en même temps, qui se sentirait rassuré de se dire il y a un jeune homme qui vient la nuit chez moi et qui m'observe pendant que je dors? Après, peut-être il y a un passage dans la maison, en fait, sans rentrer... Dans toutes les maisons, Naïma? Oui, parce que c'est ça. Non, pas toutes les maisons. Mais c'est plein de maisons. Quand tu dirais une maison, je te dirais oui, t'as raison. C'est possible. Mais là, c'est des dizaines de maisons. Des dizaines d'habitants, enfin des dizaines de mais foyers. Qui sont dans le même... Dans la même ville, oui. Dans la même ville, Oui. de ce que j'ai compris. Dans le même quartier, même. Non, mais quand je te dis, c'est plus rassurant. C'est plus... tu essaies toujours de trouver, quand tu es face à l'inconnu, logiquement, tu essaies de trouver des explications. Donc c'est plus facilitant pour ton cerveau de se dire, tiens, c'est un jeune homme qui a réussi à s'introduire dans plusieurs maisons, il est comme s'il est comme ça, après il y a une forme d'adaptation, plutôt que de te dire, oui, c'est quelque chose que je ne peux pas du tout maîtriser. Alors qu'un jeune homme, je vais créer une milice, je vais essayer de l'attraper. La police va l'attraper. Voilà, et c'est plus rassurant pour ton cerveau, ta tranquillité, parce que tu as une emprise quand même sur les événements. Oui. Alors que si tu commences à te dire, tiens, c'est peut-être un homme de l'ombre, je ne sais, il s'introduit par la plus petite fissure que j'ai dans la maison, je ne peux rien faire pour lui. Comment je me défends contre Comment je vais me défendre contre ça? Alors qu'un délinquant, la Oula, police... je vais pas dormir moi ce soir. Tu as des fissures chez toi, Naïma? Non, pas du tout. Ouais, bon, mais ça va, tu seras sobre. Par contre, il y a la trappe en fait. Ah, ben c'est une fissure. Ah oui, la fameuse trappe. Il y a une fissure, alors la trappe. Il faut mettre un cadenas à cette trappe. C'est flippant quand même. Eh ben, ça fait se poser des questions. Ça fait se poser des questions et effectivement, peut-être que nos auditeurs ne vont dormir que d'une oreille cette nuit. Surtout que nous n'en avons pas fini avec vous. Nous avons encore 2 témoignages que nous avons souhaité porter à votre connaissance. Des témoignages qui ont été trouvés sur le site Le Projet Atman et qu'on a voulu mettre en relief parce que ils reviennent sur des éléments assez troublants de ces fameux... personnes de l'ombre. Et donc on va partir sur le premier témoignage, les figures de l'ombre en retraite. Il a été publié récemment sur le site, puisqu'il date du 18 novembre 2023. Je crois que c'était fin mai ou début juin 2008. Je travaillais pour un camp chrétien en Alabama, et je vivais dans une maison en bas de la route du camp avec ma femme et mes 2 enfants. Une nuit, j'ai été réveillé par l'activation de la lumière de détection de mouvement à l'arrière de ma maison. Je pensais qu'un tatou avait activé la lumière, comme cela s'était produit plusieurs fois auparavant. Il faut régler le détecteur. C'est trop tard maintenant, c'était en 2008. Ces créatures embêtantes avaient déchiré ma pelouse. Alors j'ai enfilé mes sandales, j'ai attrapé mon fusil de chasse et j'ai marché sur mon porche arrière pour éliminer la créature. Pauvrette. Je l'avais fait plusieurs fois auparavant. Cependant, à cette occasion, il n'y avait aucun tatou ou quoi que ce soit d'autre en vue, du moins dans la cour arrière. Je me suis ensuite dirigé vers la cour avant,
toujours avec l'intention d'éliminer un tatou ou de chasser la vermine ou l'animal qui avait activé la lumière. Cependant, alors que je tournais au coin de la maison, j'ai vu une créature sombre. Il était posé sur une ligne de pierre qui avait été placée à environ 20 pieds de la maison pour éviter l'érosion. Il me faisait face, mais je pouvais voir ses yeux brillants à l'arrière de sa tête, comme si son essence était une ombre translucide. Je me suis simplement figé, ne croyant pas ce que je voyais. La créature remarqua ma présence et se leva, se tournant vers moi. Ses yeux étaient maintenant en pleine luminosité, et la couleur de ses yeux me paraissait principalement orange, mais à la limite du rouge. Ses yeux avaient une fente sombre au milieu, comme un serpent venimeux. La silhouette semblait mesurer 8 à 10 pieds de haut, et avait une tête ronde et lisse. Je me souviens qu'il semblait porter une cape traditionnelle de faucheuse, mais sans la capuche. Depuis, j'ai entendu parler du Hatman, mais ce personnage n'avait pas de chapeau. Je suis resté incrédule et je suis resté figé sur place. La créature s'est immédiatement enfuie, mais n'a pas détourné son regard. Il s'est éloigné comme s'il planait sur le sol, car je ne pouvais percevoir aucun mouvement d'épaule, ni aucun balancement correspondant à la marche. Il s'est dirigé vers la route et a continué le long du chemin en s'éloignant de ma maison avec un regard fixe, me regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse à cause des arbres. J'ai couru vers la route pour voir si je pouvais avoir un autre aperçu de la créature, mais une fois arrivé sur place, elle n'était plus en vue. Comme la créature ne m'a pas dérangé davantage, j'ai été tenté de la suivre et d'essayer de voir où elle allait. Cependant, je pouvais voir le faisceau des phares passer au-dessus d'une colline au bord de la route. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais debout au bord de la route, tenant un fusil de chasse, ne portant rien d'autre que mon boxer et mes sandales, et que je me fichais que la police m'interpelle. Alors je me suis retiré chez moi. Je suis resté éveillé un moment pour essayer d'accepter ce que j'avais vu. Étant chrétien, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sorte d'entité spirituelle, mais je n'avais jamais entendu parler de figures d'ombre, et ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé qu'un démon apparaîtrait si nous pouvions les voir. J'étais au début de la trentaine, et jusqu'à cette époque, je ne pensais pas à la faucheuse comme autre chose qu'un personnage fictif, et je ne pensais pas du tout à considérer son personnage comme une possibilité. Ne sachant pas vraiment comment catégoriser ce que j'avais vu, j'ai passé un moment en prière et je me suis rendormi avec une relative facilité. Je n'ai parlé de cette rencontre qu'à ma femme et nous avons décidé de ne pas nous y attarder. Les jours suivants, j'ai pensé qu'il aurait pu s'agir d'un démon ou peut-être d'un humain doté d'une sorte de technologie de camouflage non divulguée et de lunettes de vision nocturne lumineuses. Pour une raison quelconque, même en tant que chrétien, je voulais croire qu'il y avait une explication rationnelle. J'ai essayé de me contenter du fait que cela reste un mystère et de ne pas m'y attarder, afin de ne pas me distraire de tout ce que Dieu voulait que je fasse. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Il cherche une explication rationnelle, donc il invente plein de choses, et en plus comme il est chrétien et qu'il est croyant, il est croyant, il est très croyant ce monsieur, donc à la rigueur ça lui plaît, enfin, ça le rassure d'avoir peut-être un démon, mais pas quelque chose qu'il peut pas expliquer en fait. Il faut que ça reste dans son système de croyance, Oui, que c'est ça ça. soit chrétien, religieux Ouais. ou pas religieux, mais il faut que ça reste, il se dit pas tiens j'ai vu quelque chose qui est pas explicable. C'est exactement ça. Quelques semaines plus tard, un ancien employé du camp, avec qui j'étais devenu bon ami avant son départ, est venu me rendre visite. J'ai partagé l'incident avec lui, il a répondu avec certitude que j'avais rencontré une silhouette de l'ombre. Il a indiqué qu'il s'agissait d'un phénomène assez courant et qu'il y avait de nombreuses histoires d'observation sur Internet. J'ai fait quelques recherches et j'ai décidé que j'avais effectivement vu une personne de l'ombre et que ce sont des entités démoniaques. Je ne me suis pas attardé davantage là-dessus, sauf pour raconter l'histoire en de rares occasions, en compagnie appropriée, et seulement lorsqu'il convenait de la partager. Tu vois, il se raccroche quand même encore à son système de croyance. Oui, complètement. Donc c'est intéressant, hein, très intéressant comme Ça témoignage. rejoint un peu ce que tu disais plus tôt, tout à fait. Je partage cette histoire en 2023, et je peux également partager que je crois avoir fait une autre rencontre il y a 3 à 4 ans. Depuis, nous avons quitté le camp rural de l'Alabama et vivons dans un quartier résidentiel de ville côtière de Caroline du Sud. Une nuit, j'ai été réveillé en sursaut
Et je pouvais voir comme si j'étais simultanément dans mon corps, alors que j'étais dans ma chambre, et aussi comme si j'étais hors de mon corps, en regardant ma porte d'entrée de l'extérieur, donc une expérience de sortie de son corps. Il y avait une ombre qui essayait de se frayer un chemin à travers la porte d'entrée. Cette fois, sa présence provoquait un sentiment de terreur effroyable. J'ai immédiatement, à voix basse pour ne pas réveiller ma femme, commencé à réciter Romains 8 depuis le début que j'avais mémorisé. Comme j'ai dit, à la fin du verset 1, Jésus-Christ, l'entité s'est retournée et s'est enfuie. Et le sentiment de terreur a immédiatement disparu. Alors qu'il s'enfuyait, je me suis exclamé, toujours en chuchotant, « Vous êtes un ennemi vaincu ». Je suis sorti du lit et j'ai vérifié que chacun de mes enfants, maintenant 4, allait bien. Ils dormaient profondément et j'ai passé un peu de temps à marcher dans la maison en priant et je me suis rendormi avec une relative facilité. Même si je crois qu'il est préférable pour les chrétiens de ne pas accorder trop d'attention à ces créatures, car cela peut les détourner du dessein de Dieu dans nos vies, il est important de savoir que quelles que soient ces choses, elles n'ont aucune autorité pour opprimer un véritable croyant. Je ne sais pas si c'était la présence du Saint-Esprit en moi ou sur moi, ou une sorte d'ange gardien qui a fait fuir le premier alors que j'étais littéralement sans voix, incrédule face à ce que je voyais. Cependant, je sais que dès la deuxième rencontre, ces créatures fuient au nom de Jésus, prononcé par une personne ayant une foi sincère en lui. Donc là, on est complètement face à quelqu'un qui est à fond dans son système de valeurs, de croyance, et qui trouve la force, à travers ce système de croyance, d'affronter sa terreur et la présence qui semble hanter ses nuits. Toutes ces réflexions, c'est autour de Jésus. Allez savoir si c'est Jésus qui a fait fuir les ombres. Ouais, je sais pas, mais ouais, c'est un peu, c'est déconcertant parce que c'est vrai que dès qu'il prononce Jésus-Christ, la créature de l'ombre s'enfuit. C'est sûr que ça le rassure aussi, ça le rassure à cet homme-là. Alors moi j'ai plus de mal à croire à son témoignage à lui qu'à celui de Timothy Brown. Parce que Timothy Brown, il y a quelque chose de palpable dedans, où on imagine complètement la scène, et où en plus, encore une fois, il y a ce côté où ils sont trois à avoir vu... Mais là, il n'y a que lui. Alors, il y a pas... Là, moi je trouve qu'il y a quelque chose de religieux derrière son histoire. Oui, complètement. C'est teinté de ses croyances. Des démons, des anges, le Saint-Esprit. Et puis, il est dans ce côté où il y a ce gardien de camp qui lui dit « Mais vous n'êtes pas le seul, c'est quelque chose de fréquent ici. » Ça peut alimenter ce côté un peu imaginaire que lui va interpréter avec ce regard, ce prisme du croyant. Ce qu'il aurait fallu, c'est que ce monsieur-là aille voir les autres et leur demande si ils avaient récité des versets de la Bible et que... Il aurait fallu croiser les témoignages. C'est ça, il aurait fallu croiser plusieurs témoignages. Mais là, on n'a que sa vision. Oui, mais c'était intéressant par contre d'avoir le témoignage de quelqu'un qui met autant en avant sa religion. Oui, sa femme, par contre, se réveille jamais. Non, elle a le sommeil. Elle a le sommeil très lourd. Mais c'est pour ce côté religion que je trouvais intéressant de partager ce témoignage, parce que c'est un autre prisme que ce qu'on a évoqué jusque-là. Alors Fred, si tu nous partageais un nouveau témoignage. Toujours en tout cas, on va revenir au Atman, multigénérationnel. En 1998, la personne qui donne ce témoignage avait donc 16 ans et elle vivait toujours dans la maison de son enfance, dans la campagne du Tennessee. C'est à ce moment-là qu'elle a vu le Atman pour la première fois et la seule fois. Bien sûr, elle n'avait aucune connaissance préalable d'un quelconque type d'homme au chapeau ou de personne de l'ombre jusqu'à cette nuit. Fred, si je peux me permettre de te couper, est-ce que tu peux nous lire le témoignage? Tu veux que je le lise avec le jeu? Avec le jeu, allez, s'il te plaît. Il y a Naïma qui essaye de tricher, qui essaye de voir nos notes, parce qu'il faut savoir que nous ne montrons jamais nos notes à nos invités. Ils arrivent en terrain inconnu pour réagir avec spontanéité. Je suis myope. Elle n'a pas pris ses lunettes. Je suis la seule sans notes. Alors, ce n'est que des semaines, des mois plus tard, qu'un ami de mes parents m'a informé que ce que j'avais vu était effectivement un phénomène en cours et qu'il portait un nom, Atman. Elle l'avait appris elle-même grâce à une émission de radio Coast to Coast.
Depuis lors, j'ai lu de nombreux récits similaires comme le mien, dans lesquels on découvre qu'il ne s'agissait pas d'un cauchemar unique et ponctuel, mais de quelque chose d'universel et aléatoire et de suffisamment fréquent pour que ce soit une chose. À ce moment-là, l'événement s'enfonce enfin jusqu'au bout. J'ai encore des frissons et en y pensant. Pour moi, c'est la vraie histoire, le phénomène. Même si la science tente d'expliquer, de rationaliser, de démystifier cet événement, elle ne parvient pas à expliquer pourquoi l'homme au chapeau. À ma connaissance, ce personnage cauchemardesque élargit les barrières culturelles d'âge et de sexe. Cela peut arriver à n'importe qui, à tout moment et n'importe où. Pour moi, ce fait à lui seul est un peu trop étrange pour ne pas être autre chose que surnaturel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça date de 1998. C'est récent. Mais pas... C'est pas, oui, mais c'est pas très. Plus de 20 ans. Oui. Et le témoignage de Timothy Brown datait de 1994, donc Oui. près de 30 ans. Oui, voilà. Donc ça date pas d'hier et ça date de bien avant tout ce qui était creepypasta, etc. Avant que Internet se démocratise complètement et qu'il puisse y avoir des rumeurs comme ça qui circulent et qui se propagent. Il y a de belles creepypastas sur le Hatman. Je vous les conseille. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que il semblerait que le Hatman ne trouve pas son origine dans des creepypastas. Ah oui, oui, tout à fait. Comme je l'ai dit un peu plus haut, j'avais 16 ans, peut-être 17, et je vivais à la maison. J'ai grandi dans cette maison. C'était une nouvelle structure. Mes parents l'avaient conçue et construite eux-mêmes avant ma naissance. Elle se trouvait à la lisière des bois, dans une petite rue calme d'une partie rurale du Middle Tennessee. Ma chambre était au second étage de la maison et au bout d'un long couloir, juste en face de la chambre de mes parents. Le mur le plus proche du pied de mon lit avait une grande fenêtre recouverte de stores métalliques qui laissait entrer un peu de lumière publique à environ 150 mètres. À part ça et les chiffres rouges de mon réveil numérique, ma chambre était sombre et j'aimais ça de cette façon. Le sommeil est mon ami, je l'adore et j'en ai besoin de beaucoup. Il est rare que j'ai du mal à tomber au pays des rêves. Habituellement, tant que je suis horizontal, il est facile de trouver le sommeil. Cependant, cette nuit particulière de 1998 était différente. Pour une raison quelconque, cette nuit-là, je n'ai pas pu m'endormir. Je me souviens avoir été extrêmement fatigué lorsque je me couchais, mais cela ne s'était jamais produit. C'était peut-être la première fois que je souffrais d'insomnie. J'ai essayé toutes les astuces, des centaines de moutons, des exercices de respiration et mon préféré, le jeu qui consiste à se fatiguer les yeux en fixant un point aussi longtemps que possible. C'était mon père qui me l'avait appris. Le point que j'avais choisi de regarder était une petite partie de la fenêtre au pied de mon lit où la lumière passait à travers les lourds stores. Il arrivait à 4 heures du matin et je priais pour pouvoir au moins dormir quelques heures. De nulle part, une silhouette est apparue au pied de mon lit. Ce n'était pas comme s'il venait de surgir ou de se dissoudre dans ma chambre. Je ne l'ai vu entrer ou flotter depuis un mur ou une fenêtre. J'ai dû cligner des yeux ou détourner le regard pendant un moment. Mais maintenant, il était là. Il était juste devant la fenêtre que je regardais. Sa silhouette noire, contrastée avec les fuites de lumière horizontale, riait des stores métalliques. Je me souviens très bien qu'il portait ce que j'appelais un chapeau de pèlerin et une cape. Le chapeau n'était pas trop haut, mais avait un large bord plat et uniformément rond. Il était grand et il se tenait très immobile avec domination. Jusqu'à présent, ce que j'ai décrit est similaire à tous les autres récits que j'ai lus. Mais c'est ici que mon histoire devient intéressante. J'étais allongé sur le dos, les bras sur le côté, les yeux grands ouverts. J'étais très réveillée, consciente. Je ne pouvais détacher mes yeux de cet homme, manifestement terrifié, pétrifié. J'avais trop peur pour crier, trop peur pour bouger. Après des recherches plus approfondies, je suis sûr que je souffrais de paralysie du sommeil. Mais ce n'est pas le cas du témoignage précédent. Mais j'avais l'impression que l'homme contrôlait cette partie de moi. Je me souviens avoir pensé que cela ne pouvait pas arriver. Mon objectif était d'essayer simplement de disparaître. Je pensais qu'il me laisserait tranquille si je ne bougeais pas. Si vous êtes attaqué par un ours, faites-le mort, n'est-ce pas?
Eh bien, ce n'était pas un ours, et il pouvait très bien me voir, et je me sentais très vivant. Mes yeux étaient rivés sur le visage de l'homme. J'essayais de distinguer autant de détails que possible d'un visage humain. Je suppose que je voulais une description à donner à la police lorsqu'elle remplissait un rapport d'introduction par effraction. Plus je regardais attentivement, plus je distinguais son œil. Un œil plutôt normal. Ce n'était ni rouge, ni entièrement noir, ni rien de ce genre. Il est possible qu'il ait 2 yeux, mais tout ce que je pouvais voir, tout ce qu'il m'a permis de voir, c'était un œil, son œil droit. Au début, l'œil était difficile à voir, flou. Au fur et à mesure que son œil devenait plus concentré, j'ai réalisé que mon corps se rapprochait de lui. J'ai réalisé que je me levais du lit vers lui, comme un poteau téléphonique qu'on levait en position, les pieds toujours sur le lit. Plus je m'approchais de lui, plus je pouvais distinguer de détails son œil. C'était sauvage et cinétique. Ses yeux roulaient, papillonnant d'avant en arrière très rapidement dans sa tête. Quand j'ai pensé que je n'en pouvais plus, je me suis senti retomber sur le lit. De nouveau au lit, je me suis retourné sur le côté gauche en position fétale et je me suis retrouvé complètement sous les couvertures du lit dans l'espoir de disparaître à nouveau. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on est petit. Ouais. Quand tu fais un cauchemar et que tu as peur qu'il y ait une créature dans ta chambre ou quoi, tu te cales sous la couette. Oui, ça te fait une protection. Ça fait une protection. Et là, on voit qu'elle ne peut rien bouger par contre. Elle n'est plus paralysée à ce moment-là. Je me suis endormi comme ça, avec le sentiment qu'il était toujours dans la pièce. Le lendemain, j'ai raconté mon expérience à mon père. Il a dû penser que j'étais fou. Il n'avait jamais vu l'homme au chapeau. Il y a quelques années, vers Noël, je rendais visite à ma mère. Nous étions assis à table en train de manger un bon repas fait maison. Elle vit maintenant dans une nouvelle maison. Nous avons quitté la maison de mon enfance après le décès de mon père en 2003. D'une manière ou d'une autre, l'histoire de Atman est revenue et j'ai réalisé que je ne lui avais jamais parlé de mon expérience. Juste au moment où j'arrivais à la partie de l'histoire où j'expliquais à quoi ressemblait un Atman, elle m'a arrêté. « C'est le vieil homme qui vivait dans notre placard », s'est exclamée ma mère. Selon elle, la maison de son enfance était hantée et le fantôme vivait dans le placard de sa chambre et de celle de sa sœur. Des frissons froids ont envahi mon corps quand elle me l'a dit. Est-ce que ça aurait pu être le même Atman que j'ai vu et que vous avez tous vu? Depuis cette nuit, j'ai souffert de paralysie du sommeil à 2 autres reprises. Une fois quand j'avais 19 ans et l'autre quand j'avais 20 ans. Ces 2 moments me sont arrivés au milieu de la journée, pendant la sieste, dans un camp d'été où je faisais du counseling. Les entités étaient différentes à ces occasions, plus démoniaques. La dernière fois que cela s'est produit, ma petite amie de l'époque est passée à un être démoniaque sans poil avec des caractéristiques folles de Baraka de Mortal Kombat. Les deux étaient tout aussi terrifiants et réels que la rencontre avec Atman. Je comprends à quel point il doit être difficile de croire de telles histoires si cela ne vous est jamais arrivé, mais c'était aussi réel que moi, assis ici en train d'écrire ceci. J'espère que mon histoire constitue une preuve supplémentaire parmi un nombre croissant de récits similaires de la possibilité que ce phénomène existe bien au-delà de notre compréhension de la vision scientifique actuelle du monde et peut-être dans le domaine spirituel ou multidimensionnel. En attendant que ce mystère soit résolu, reposons-nous dans le froid confort de nos expériences communes avec Atman. Ça donne envie de lire le livre de Timothy Brown qui doit paraître en janvier 2024. D'ailleurs, quand cet épisode va être diffusé, il sera certainement déjà sorti. On l'aura peut-être déjà lu. Parce que tel qu'il présente les choses, moi j'ai enregistré une alerte sur son site pour être prévenu à la sortie du livre. Et de ce que j'ai compris, je suis pas certain qu'il va le vendre. Je crois qu'il le met à disposition. Tu crois? Il n'est pas... Il n'est pas à vérifier. Pas à la vente. Mais ce sera intéressant de voir ce qu'il dit dans ce livre, puisque ce qu'il prétend, c'est qu'il a une compréhension concrète de ce que représente vraiment le Atman. Et ça serait quoi d'après toi? Ah bah là, comme ça, aujourd'hui... Non, mais si tu avais une hypothèse, par exemple, qu'est-ce que peut représenter le Atman? Moi, je pense que si on fait la distinction entre quelque chose de l'ordre de l'apparition fantomatique
Et ces personnes de l'ombre, ça pourrait laisser penser que ce seraient des créatures qui apparaîtraient à un autre pan de réalité pour moi. Et c'est ce qui expliquerait, comme s'il y avait une réalité parallèle et qu'elle traversait un peu une faille pour se présenter à nous. Et c'est ce qui expliquerait cette apparence très différente, mais aussi cette façon de bouger ou d'apparaître qui est aux antipodes de notre façon de nous déplacer. Donc toi, tu penches pour une créature multidimensionnelle. Oui, plutôt. D'accord. Moi, je pencherais... je pense qu'il faudrait, comme le disait Naïma tout à l'heure, faire de grandes études sur tous ces gens. Alors certes, le problème revient sur les épisodes de paralysie du sommeil que tu peux pas contrôler. Mais je serais moi pour croire que c'est quand même lié à une conscience collective un peu mondiale et qui nous ramènerait à des peurs primaires, voire primales, de vraiment des temps très très anciens et ça serait une espèce de réaction à une anxiété qui est tout au fond de nous. Souvent ça se passe. Alors là, c'est pas le cas. Donc... Non, parce que dans ce témoignage-là, à aucun moment il évoque une anxiété plus que ça. Il évoque une excitation, il a du mal à dormir, mais pas une inquiétude, pas un climat de tension particulier. Oui, mais c'est parmi les causes aussi. Donc il disait quelque part, jusqu'à 4h du matin, il essaye de s'endormir. Donc c'est parmi les causes de... On pourrait se dire que c'est une forme de surménage, peut-être. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faudrait quand même... Donc la première partie, ça revient un petit peu des points communs, toutes les histoires, tu vois, de paralysie du sommeil. Mais la deuxième partie, j'ai du mal à croire ce monsieur avec du chapeau, que la maman ou la grand-mère a vu pareil. Donc je sais pas, est-ce que c'est des hallucinations communes? Mais toujours ce monsieur avec le chapeau, en fait, qui revient dans pas mal d'histoires. C'est qu'il y ait autant de monde qui voit ça. Alors, oui. J'entends ce que vous dites. C'est pour ça que je pense inconscient collectif. Après, c'est des dates... Ouais. Parce que c'est vraiment mondial. Après, c'est des dates variées aussi. Hein. Pardon ? C'est dans des périodes qui ne sont pas les mêmes. Oui, complètement. Donc, il y avait une première histoire... avec cette de Atman, c'est ça? C'est ça. Est-ce que en fait quand on entend, on reproduit, tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire qu'inconsciemment ils auraient été influencés par les anciennes histoires qu'ils auraient peut-être. Et donc la première lu, partie, vu, il est réel, écouté. donc il était victime de paralysie du sommeil, et puis tout ce qui vient après, je sais pas. C'est juste ce que la peur provoque. Sur les milliers de témoignages recueillis sur le site, certainement qu'il y en a, alors il doit y en avoir qui inventent juste pour être publiés, qui ont écrit des histoires un peu imaginaires. Il y en a qui se sont peut-être laissés convaincre parce que, comme tu dis, ils ont entendu le récit d'autres personnes, ils ont fait des rapprochements, ils se sont dit « Ah ben ça doit être ça que j'ai vécu », alors qu'au final, pas nécessairement. Mais je pense qu'ils sont plusieurs à parler d'histoires qui leur sont arrivées dans les années 90, etc. Donc c'était trop ancien pour qu'ils aient déjà été inspirés par d'autres histoires similaires, parce que c'était pas assez propagé comme histoire. Et puis après, il y a des cas un peu comme le mien, où je disais que mon histoire de silhouette que tu entendras dans l'épisode 2, avec le recul, je me dis ça ressemble un peu à ce qu'ils décrivent. Oui, c'est vrai. Mais j'avais jamais fait ce rapprochement jusque-là, et c'est quelque chose qui m'est arrivé, donc ça devait être en 2002, je dirais, donc il y a 21 ans. Il y avait aussi un chapeau Non, moi j'ai c'est une... D'accord. Une ombre. Ouais. Non, vous voyez... Toi, ça serait plutôt un homme de l'ombre que tu aurais vu. Un homme de Si l'ombre. on doit qualifier, c'est pas le Atman, c'est plutôt un homme de l'ombre. Oui, mais pour moi, le Atman, c'est juste une variante des personnes de l'ombre au final. Oui, ça peut être une variante aussi, oui. Et oui, mais ça, en tout cas, en tout cas, ils ont quand même des signes distinctifs communs. Sauf le chapeau pour le Atman, mais sinon, c'est vraiment un détail, le chapeau. Oui, mais le fait qu'il y ait des variantes, que ce soit pas exactement la même chose, pour moi, ça va un peu en contradiction avec cette idée que l'inconscient collectif et les peurs primales créent une peur commune, puisqu'il y a des variantes. Non, parce que ils auraient tous la même parce que comme c'est
à peu près la même forme peut-être selon l'histoire que tu as vécue, Même selon ce qu'on l'endroit. t'a transmis, l'endroit, la L'endroit, culture le que tu noir. as. Ça peut varier. L'inconscient collectif, c'est pas quelque chose qui est uniforme en fait. C'est plutôt la croyance de quelque chose. C'est des archétypes. Voilà, c'est récurrents. ça. Mais c'est vrai que le dernier témoignage, il interroge parce qu'il y a la maman qui l'a vu il y a quelques années dans sa propre maison d'enfance et après il y a ils en ont jamais parlé, donc ils Après, en parlent. la maman, ça a l'air d'être, je sais pas si vous pensez comme moi, mais j'ai le sentiment que c'est sous un versant différent parce que elle, ça ressemble plus à une apparition fantomatique telle qu'elle l'évoque. Bah, en Parce tout que- cas, parce qu'il y a deux choses. Il y a soit vraiment c'est le paralysé du sommeil et qui provoque ces hallucinations, soit ce fantôme qu'on ne sait pas ce que c'est et c'est ça en fait qui je sais pas impacte et qui influence, je sais pas. Il y a une troisième théorie, la Tu paralysie. vois, c'est du dans sommeil. les deux sens. Non, Ouais, mais juste- ça peut être autre chose, la paralysie du sommeil, peut-être que ça ne provoque pas d'hallucination, mais si on part du postulat que ces personnes de l'ombre, y compris le Atman, etc., ce seraient des êtres d'une autre dimension, une dimension un peu parallèle, qui évolueraient sur une autre fréquence que la nôtre et qui par moment peut-être vibrent sur notre fréquence dimensionnelle, alors la paralysie du sommeil, ça et ne qui serait... provoque. Ben, ce que je veux dire, c'est que la Ouais. paralysie du sommeil, ça ne serait pas quelque chose qui provoque des hallucinations, ce serait un état qui te permet d'avoir une sensibilité accrue à une certaine fréquence vibratoire qui fait que tu ou verrais ces d'accéder à la apparitions. fréquence. Oui, peut-être, de mêler les fréquences. Oui, peut-être. Ça t'ouvrirait à une autre forme de compréhension ou de perception. On peut dire quand même que comme c'est mondialement, sur tous les continents, il y a quand même des témoignages, les mêmes témoignages. On peut quand même pas dire que tout le monde aurait... Enfin, il y a beaucoup de... On peut pas s'empêcher de quand même... Il y a quelque chose derrière ça qu'il faudrait creuser. Je trouve que c'est dommage que le corps scientifique ne s'intéresse pas un peu plus à ce genre de phénomène parce qu'il y a matière à creuser quand même. Alors c'est vrai que quand tu es sur une paralysie du sommeil, tu sais pas quand est-ce que ça va t'arriver. La preuve en est, c'est qu'à un moment il était à la sieste, donc bon, ça arrive même quand on fait la sieste, peu cher. Donc beaucoup de sudistes devraient avoir de paralysie du sommeil, donc ça serait intéressant de faire une étude dans le sud de la France peut-être, mais dans tous les cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça manque quand même de la part des scientifiques Ça manque des de profs, ça manque curiosité. des C'est tests. dommage. Je pense que ça- j'ai le sentiment que souvent, ce genre d'événements, les scientifiques vont... Beaucoup de scientifiques, du moins, je ne veux pas généraliser, il y a certainement des scientifiques qui ont aussi une appétence pour les phénomènes inexpliqués et ce qui peut relever du paranormal, mais beaucoup de scientifiques donnent le sentiment que quand ils sont confrontés à ce genre de témoignages, Il écarte. ils vont balayer d'un revers ce qui sort de l'explication rationnelle, ils vont apporter une explication scientifique, mais souvent cette explication scientifique, elle ne va répondre qu'à une partie de l'équation, et elle va Petite juste partie. donner un contexte au pourquoi, mais elle ne va pas nécessairement donner une explication ni au comment, ni à ce qui se passe de façon plus approfondie. Je pense plus si il y a une étude plus large, je suis fatiguée. Parce que là, ce que vous avez présenté tout au début, en fait, il y avait 32 000 personnes, je pense, des tests qui ont été effectués sur 32 000 personnes. Et la majorité, c'était des patients, parce que c'est des patients d'un psychiatre. Et donc, j'imagine qu'ils souffrent tous à peu près de stress, des dépressions, de l'anxiété. Ils ont des points communs. Parce C'est des qu'il y a... personnes qui étaient confrontées à des difficultés de sommeil. Oui, mais qui ont été des patients. Alors, Certainement, oui. certains en partie étaient des patients en psychiatrie et d'autres étaient des étudiants. Mais Ouais, des étudiants. Les paralysies du sommeil, généralement, ça touche entre 20 et 30% de la population. Oui, mais Ça, il faut c'est faire des des vrais études un chiffres. petit peu plus larges Oui. sur plusieurs en fait
des gens un peu différents, des âges, des adultes, je sais pas, des adolescents, des gens qui sont âgés et qui ont vécu au moins peut-être une fois. Déjà, ce qui serait intéressant, ce serait de voir un électroencéphalogramme d'une personne qui est frappée de paralysie du sommeil et voir si, comme c'était le cas par exemple sur les expériences de mort imminente, la zone du cerveau qui est utilisée pour les rêves ou la mémoire est beaucoup sollicitée à ce moment-là. Auquel cas, oui, ça viendrait corroborer l'hypothèse qu'il s'agirait d'hallucination certainement. Mais si ça n'était pas le cas, alors ça ouvrirait le champ des possibles. Et ça, en tout cas sur ta théorie. Ça donnerait plus de crédit à l'idée qu'il pourrait s'agir d'un phénomène inexplicable ou du moins un peu paranormal, voire surnaturel. Moi je vais attendre le livre, même s'il est à l'achat, je l'achèterai, parce que je suis quand même très curieux de lire tous ces témoignages et de savoir ce qu'il en tire essentiellement. Mais je pense que c'est pas tant une succession de témoignages, ça a l'air de... Il faut le mettre, Fred, dans ta liste de Père Noël. Du Père Noël. C'est bientôt Noël. Mais ça sort après Noël. Mais c'est pas grave, on l'enregistre avant Noël, mais on peut... C'est pas... Mais je pense que je vais faire... Je prendrai le temps de le lire, déjà parce que j'aime lire et j'aime les choses un peu biscornues, en plus dans mes lectures. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir, même si c'est pas une... Alors ça, j'avais bien compris que c'était pas une succession de témoignages, mais je pense qu'il va s'appuyer sur divers témoignages. Oui, certainement. Et ça va être intéressant de savoir ce que lui il peut en tirer, parce que on pourrait dire qu'à force, ça devient un expert du Atman quelque part. Au bout de 21 ans de recherche, de témoignages, on peut comprendre qu'il ait pu élaborer une théorie. Maintenant, est-ce qu'il a vraiment pu étayer tout ça avec quelque chose de l'ordre de la preuve, ou est-ce que c'est par bravade qu'il affirme qu'il a une explication très claire? Nous verrons bien, mais ce qui serait peut-être intéressant pour nos lecteurs, c'est que si nous arrivons à avoir le livre en français, que je ne suis pas très très calé en anglais, j'espère qu'il sera en français ou disponible sur sa version possible avec le traducteur, mais ça serait intéressant peut-être de faire un petit feedback à nos auditeurs sur le livre, une petite synthèse du livre pour voir la théorie qu'il soutient dans son livre. Ça peut être intéressant. Oui, complètement, donc on essaiera de faire ça. Moi, avec le recul de ce que je me dis, je ne crois pas nécessairement à l'existence du Atman ou des personnes de l'ombre en tant que telles. Par contre, l'idée que je m'en fais au terme de ce dossier, après échanger avec vous, j'ai le sentiment que les personnes qui sont frappées de paralysie du sommeil et qui sont à la lisière de l'endormissement et de l'éveil, elles sont plus sensibles à une certaine forme d'énergie qui peut se déplacer, être présente dans les lieux. Alors, est-ce que cette énergie, c'est de l'ordre du fantomatique, ou est-ce que c'est une émotion très forte qui peut traverser l'endroit ? Je ne sais pas, j'ai pas d'explication claire, mais pour moi, c'est vraiment cette idée que les personnes frappées de paralysie du sommeil sont à un moment où elles sont plus sensibles à une forme d'énergie qu'on ne perçoit pas en temps normal, parce qu'elles seraient sur une fréquence différente, peut-être une dimension un peu parallèle, un peu autre. Et c'est ça qui leur permet d'avoir ces visions, et leur cerveau les transforme en un langage qu'elles peuvent comprendre, et ça se traduit donc par cette apparition du Atman ou des Shadow People. Et alors que finalement ce qu'elles perçoivent serait peut-être un peu plus insondable, un peu plus abstrait. En termes de ce dossier, voilà ce que je crois sur ces histoires de paralysie du sommeil. Ben moi je pense... avant de t'écouter, j'étais dans un autre sens. Vraiment, je dis tous ces gens-là qui ont été victimes de la paralysie du sommeil, ils ont tous vécu en fait un moment de peur où les gens ils sont conscients, mais qu'ils arrivent ni à bouger ni à parler. Donc c'est un moment vraiment de peur qui va créer en fait en eux, c'est une forme des hallucinations qui en fait, c'est j'ose dire un peu commune entre c'est la peur qui provoque ça. Mais après que j'ai écouté vraiment ton analyse, et je trouve Léonard, ça a un sens. C'est effectivement, ça fait cette histoire, comment tu l'as expliqué avec cette espèce d'énergie, en fait, ça fait poser pas mal de questions.
Oui, parce que, par exemple, sur le deuxième témoignage où elle met en lien... Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Moi, je suis très sceptique sur le Atman et tout ça. Ça me fait penser au Mothman, l'homme papillon. Je pense que c'est juste une réaction chimique de gens qui sont... oui, là, par contre, je crois en la paralysie du sommeil. Je pense mais la paralysie du sommeil, c'est prouvé. Voilà, donc ça, c'est scientifiquement, c'est prouvé, j'y crois. Sauf que je pense aussi que la peur fait exacerber les sentiments. Et je pense qu'on n'est que sur une réaction chimique du cerveau qui peut nous faire voir des hallucinations. Et ça serait vraiment une réaction unique qui serait partagée par tout le monde, qu'on n'a pas encore découvert. Moi, je suis persuadé qu'on est... C'est d'un ennui, je sais que c'est d'un ennui. Donc tu étais quand même plutôt dans ma perception de... Je rejoins plus Naïma sur le côté où la peur peut exacerber. Naïma, elle est plus ouverte à la fin. Mais c'est voilà, pas moi. Oui, moi, je suis d'accord, parce qu'une fois, l'analyse tient aussi un sens. On n'a pas une analyse fine, mais ça fait ouvrir en fait ça fait poser des questions dans ce sens. Et notamment le deuxième qui mérite peut-être c'est à creuser. Oui, parce que moi, ce que je voulais dire, c'était dans le deuxième témoignage, quand on compare ce que dit ce jeune homme de son adolescence et quand il en échange avec sa mère. Donc lui, d'un côté, il est sur une apparition qui évoque ce Atman, et sa mère qui dit, mais je l'ai vu aussi, c'était le fantôme du voisin en quelque sorte. Elle compare deux choses différentes finalement, puisqu'on a bien compris que les personnes de l'ombre, l'Atman, ce ne sont pas des esprits au sens propre. Mais peut-être juste qu'ils dormaient tous les deux dans la même chambre avec ce placard. Non. Avec un manteau qui était accroché, j'en sais rien. Non, mais qui est resté dans le même endroit. Peut-être, non, mais moi ce que je veux dire par là, c'est que Léo, on voit surtout qu'il a vu ça qu'une fois, et elle a vu ça une fois, et on le voit rarement plus, bon, sauf le monsieur... Oh, il y a plusieurs cas où ils ont vu plusieurs fois. Ouais, y compris Timothy Brown. Ouais, mais non, mais c'est pas ça qui est, c'est pas la question de la récurrence qui est intéressante. La question qui est intéressante, c'est que finalement, ils ont le sentiment d'avoir été tous les deux traversés par un phénomène un petit peu surnaturel, mais ils en ont une interprétation, une explication qui n'est pas la même, ce qui pour moi peut aller dans le sens de cette idée que au moment de la paralysie du sommeil ou de la nuit en tout cas, il peut y avoir une plus grande sensibilité à la perception d'énergie qu'on n'est pas en mesure d'identifier en temps normal, mais le cerveau va en faire une analyse pour essayer de la rendre la plus compréhensible possible en fonction de notre système de croyance. Et donc, en ça, c'est là que je ferai un pas de côté sur la question des hallucinations pour dire ce que décrivent les gens, ce n'est pas nécessairement réellement ce qu'ils ont pu voir ou réellement ce qui se passe, mais ce serait une interprétation de quelque chose qu'ils ont perçu et que la science ne serait pas en mesure d'expliquer. Ton imagination est très 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 développée, cher Léo. C'est très extravagant. Moi autant je suis ennuyeux sur mon explication, autant tu es extravagant. Ton scepticisme est des plus redondants. Bref, nous attendons maintenant les interprétations de nos auditeurs. Et nous attendons surtout les témoignages. Et le retour aussi, on est vraiment ce que les gens pensent aussi. On a envie de savoir ce qu'ils pensent, tout à fait, on vous en remercie par avance. Voilà un peu ce qu'on avait à dire sur la paralysie du sommeil et sur les démons qui sont merci associés. Beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Je pense que la nuit ça va être difficile pour moi. Mais bon, c'était très intéressant. Je vous remercie aussi. Mais merci à toi pour votre invitation, c'est très intéressant. Plaisir. Et puis ça nous a fait plaisir. Tes interventions étaient très riches, donc merci à toi. Merci à vous. Et on espère que vous avez passé un bon moment et puis que vous reviendrez à vous attabler à notre buffet froid la semaine prochaine. En attendant, on vous souhaite de passer des soirées effroyables.